Bienvenue dans ce 3e épisode de notre série Le Trône de poussière. Aujourd'hui, nous allons insister à un moment décisif, celui où la patience d'un peuple arrive à son terme. C'est le chant du peuple. Sur Nekara, la terre est devenue une peau craquelée, une promesse de vie brisée. Des mois et des mois sans une seule goutte de pluie. Les rivières ne sont plus que des cicatrices poussiéreuses, les récoltes, un souvenir douloureux. La faim sculpte les visages, creuse les joues, mais elle allume aussi une flamme dans les regards, une flamme de colère. Et ce matin-là, un son nouveau s'élève, bien plus puissant que le silence de la sécheresse. Ce n'est pas le tonnerre du ciel, mais celui de la terre. Un grondement fait de milliers de pas, de milliers de voix qui convergeant vers le cœur du pouvoir. La capitale, Ankara, est submergée. Ce n'est plus une ville, c'est une vague humaine qui déferle dans les rues. Des hommes, des femmes et même des enfants sortent de l'ombre où on les avait confinés depuis si longtemps. Leurs armes sont dérisoires, mais leur message est puissant. Des casseroles vides pour symboliser la faim, des feuilles vertes pour l'espoir. Des pancartes griffonnées à la hâte sur des bouts de carton, nous ne sommes plus des ombres, proclame-t-elle. Ankara appartient à ses enfants, pas à son bourreau. Ou encore, cette phrase qui résonne comme un coup de glace, le vieux lion a perdu ses crocs. Dans son palais, derrière des murs d'or et qui semblent soudain bien minces, le père de la nation, Condombell, entend les échos de cette révolte. Au début, c'est l'incrédulité, le mépris. Il hurle, plus pour se convaincre lui-même que pour ses conseillers, des voyous, des fous, des ingrats, ce n'est rien. Mais dehors, le son ne faiblit pas. Au contraire, il enfle, porté par le vent sec, par la faim qui tord les ventres, par 50 ans d'humiliation accumulée, goutte à goutte, jusqu'à faire déborder le vase. La colère est une rivière en crue qui menace de tout emporter. Condombell, sentant le sol trembler sous ses pieds, convoque son homme de confiance, le chef de la garde présidentielle. Général Bassa, faites taire ses chiens avant la tombée de la nuit, l'ordre est clair, brutal, comme toujours. Mais la réponse du général est hésitante, inhabituelle, mon général. Ils sont trop nombreux. Même nos soldats hésitent à tirer sur leurs propres frères, le doute s'est infiltré jusque dans les rangs de l'armée. Alors trouvez en d'autres. Crie Kondo, sa main frappant violemment la table en bois précieux. Et c'est là, dans ce cri, que quelque chose se brise, sa voix tremble. Pour la première fois de leur vie, ces hommes les plus proches entendent la peur dans la voix du lion. Pendant que le tyran vacille, l'agitation gagne les couloirs feutrés du palais. Les conseillers, hier si prompts à flatter, murmurent maintenant dans les coins sombres. L'odeur de la faim est dans l'air. Certains, les plus vifs, ont déjà disparu, leurs voitures filant vers les frontières. D'autres, plus hypocrites, jurent encore une fidélité éternelle au père de la nation, tout en s'assurant que leurs valises sont prêtes, remplies à ras-bord du fruit de leur rapine. Le trône de Condombell n'est plus qu'une illusion. Une ombre dorée, magnifique de loin, mais terriblement fragile quand on s'en approche, une coquille vide. Au même moment, dans les rues bouillonnantes, une nouvelle figure émerge. Un jeune homme dont le nom commence à circuler sur toutes les lèvres, Malo Junior. On dit qu'il est le pétif du jardinier du palais, celui qui a mystérieusement disparu des années auparavant. Sa voix, claire et ferme, s'élève au dièse du tumulte, porté par des mégaphones improvisés. Il ne crie pas, il ne harangue pas, il parle, et les gens l'écoutent, captivés. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la vérité. Son discours est un appel à la justice, à la mémoire, à la paix. Mais dans sa colère douce, on sent toute la blessure d'un peuple, la douleur transmise de génération en génération. Dans la foule, un vieil homme, les yeux humides, murmure à son voisin, ce garçon.
il parle comme son grand-père. Le jardinier du palais, la mémoire n'est pas morte. Au palais, l'agitation a fait place à une solitude angoissante. Condombell arpente son bureau comme un animal en cage. Il refuse de manger, refuse de dormir. Le sommeil est peuplé de cauchemars et la veille est pire encore. Chaque miroir lui renvoie des visages qui ne sont pas le sien. Les visages des enfants qu'il a rendus orphelins, des soldats morts pour sa gloire futile, des femmes en deuil. La nuit, il entend de nouveau des voix. Mais cette fois, elles ne viennent pas du vent du dehors. Elles semblent s'échapper des murs même du palais, des fondations bâties sur le sang et les larmes. Tu as fait taire le peuple. Condos maintenant, c'est le peuple qui parle. Tu as fermé les yeux. Kondo, regarde ce que tu as créé. Pris d'une impulsion soudaine, il se lève, titube jusqu'à la fenêtre et l'ouvre en grand. Au loin, la ville est constellée de mille feux. Ce ne sont pas les lumières habituelles. Ce sont les feux de la révolte. Des barricades en flammes, des bâtiments symboles du pouvoir qui brûlent. Des colonnes de fumée noire montent droit vers le ciel, comme des prières funestes. Et là, face à ce spectacle de sa propre déchéance, le vieux lion sent une larme rouler sur sa joue. La première depuis le jour où il a pris le pouvoir, il y a 50 ans. Mais c'est une larme sans couleur, une larme sèche, aussi aride que la terre qu'il a contribué à assécher. Le lendemain matin, le grondement de la foule a changé de nature. Les cris de colère se sont mués en chants, en hymnes. Des haut-parleurs clandestins, installés sur les toits, diffusent en boucle une chanson née dans les rues la veille, un air simple que tout le monde reprend en chœur, Ankara se lève. Ankara respire, le soleil revient sur nos rires. Le vieux lion dort, qu'il dorme en paix, car la peur ne vivra jamais, c'est l'hymne de la libération, la bande-son d'une révolution. Condombell écoute cette chanson, assis, immobile, il ne crie plus. Il demande simplement à un garde resté près de lui, qui a écrit cela. Le garde répond, la voix basse on dit que c'est un jeune homme du marché, mon général. Kondo insiste comme s'il savait déjà la réponse, son nom. Malo Junior, j'ai vu ce nom est une blessure. Une vieille cicatrice qu'il pensait refermer, et qui se rouvre avec une douleur insoutenable, il tressaille. Son regard se perd à travers la fenêtre, vers le jardin du palais. Le jardin qu'il avait confié à son ami, Malo, il y a si longtemps. Là où jadis poussaient des fleurs magnifiques, il n'y a plus aujourd'hui que de la poussière et des herbes sèches. Mais au milieu de cette désolation, un détail attire son attention. Une seule fleur petite, fragile, presque insignifiante. Mais elle est là, à debout. Elle a réussi à percer la terre craquelée pour trouver la lumière. Kondo murmure pour l'omime sa voix un souffle rauque, même la terre que j'ai brise et trouve encore la force de vivre. Puis, il ferme les yeux, comme un homme épuisé qui accepte enfin sa défaite. Les mots lui échappent, un constat murmuré à l'adresse de personne, peut-être que le trône n'est pas fait pour durer. Peut-être qu'il n'était jamais à moi de dehors. Les chants continuent, de plus en plus forts, portés par des centaines de milliers de voix. Pour la première fois depuis un demi-siècle, le peuple d'Unkar n'a plus peur de parler. Le général, lui, est seul. Le lion est vieux. Et dans ses yeux, pour la première fois, ce n'est plus lui qui inspire la peur, c'est lui qui la ressent. La peur a changé de camp. Merci d'avoir suivi cet épisode. L'histoire d'Unkara est loin d'être terminée. Que va-t-il se passer maintenant que le trône vacille? Ne manquez pas la suite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout, à vous abonner pour ne rien rater. À très bientôt pour le prochain chapitre du Trône de poussière.